Alors, maintenant qu'on est en route, bon, depuis un petit moment, hein, comment tu planifies toi tes voyages? Quels conseils tu peux donner aux gens pour planifier le voyage, de la création jusqu'au départ? Ouf. Tu as des outils, des sites? Alors avant de planifier, premier conseil, décider de partir. Ouais. Décider, dire c'est je le fais. C'est là que je vais. Je te donne un exemple, c'est comme ça que je suis parti en 2015. J'ai pris un atlas, Ouais. j'ai regardé l'Amérique du Sud. Je peux partir de là et je vais là. D'accord. Comment, pourquoi? Tu savais pas encore? Non, tout ça je savais pas. Et après D'accord. tu commences à tisser. Donc choisir une destination, première Voilà. des choses. Ouais. Une période, j'imagine aussi? Oui, alors après c'est souvent les vacances, hein, mais Ouais, c'est vrai. c'est ou alors faut éviter tous les prétextes en fait. Hein, donc tu décides de partir. Après, acheter une carte. Une fois Ouais. que tu sais où tu vas, Ouais. tu te prends une carte. Ouais, c'était un peu la question. Voilà, quels sont les. Voilà, une fois que tu as décidé de ta destination, voilà, tu utilises quoi comme outil? Les données GPS, les endroits à pas rater sur ta route. Comment tu trouves tout ça? Ben, d'abord sur une carte, Ouais. avec les points d'intérêt, travailler sur les lignes, regarder un peu les routes isolées, les petites routes, les petits chemins, Ouais. les blogs inspirationnels, Ouais. trouver des gens qui sont partis avant toi et qui ont écrit sur la destination. Et ça, c'est quoi? C'est sur Internet, sur les blogs? Internet, c'est une y a des- richesse incroyable. Ouais. Tu as un nombre de blogs de gens qui sont partis partout autour de la planète, qui vont te livrer plein de conseils pour aller trouver un peu des pépites Yes. sur le parcours. Et pour le coup, alors une fois donc, tu commences à y voir un petit peu plus clair, cette fois sur l'aspect des difficultés. Comment tu jauges les difficultés? La dureté de ton col, enfin comment tu fais pour entre guillemets, faire que tes étapes soient pas trop dures, pas trop extrêmes. Voilà, bien comprendre la difficulté d'un col, ce genre de choses. Ben ça passe par la préparation. Le conseil que je peux donner, c'est celui que j'ai utilisé à plusieurs reprises. Tu prends sur ton itinéraire des éléments qui pour toi, d'un point de vue technique, représentent un challenge. Par Yes. exemple, une journée à 2000 mètres de dénivelé, Ouais. une journée à 200 km, Faut déjà avoir des une repères. journée sous la pluie. Faut déjà avoir 2-3 repères Et avant justement, tout ça. quand tu sais que tu vas aller dans ces conditions-là, tu sais que tu vas devoir affronter du dénivelé, de la distance, des conditions météo, du ravitaillement difficile, simule-le en amont, dans ta prépa, Yes. et tu coches les cases. Ok. Comme ça, psychologiquement, tu sais que une journée à 5000, ouais, je sais ce que c'est. 5000 mètres Ouais. de dénivelé. Je sais que je peux le passer. Je ou sais pas. que je peux le passer ou Ou pas. pas, parce que chargé. Exactement. Parce que... Ok. Une journée sous la pluie, je sais ce que c'est parce que je suis sorti m'entraîner sous la pluie. Yes. Mais ça, sur le papier, ça semble toujours réalisable par rapport à ce qu'on sait faire. Après, c'est dans l'enchaînement, comment le jauger, quoi. Parce que tu peux avoir roulé déjà 3 jours d'affilée. Là, si tu pars pour 15 jours, ça joue forcément sur l'équilibre de tes étapes. Oui, mais après, ça c'est la magie du voyage. C'est l'imprévisible. C'est ce Là, dont- on n'est pas sur un voyage organisé. Si tu pars toi-même en voyage, c'est que tu es prêt quelque part à faire ce sacrifice de t'exposer. de savoir qui t'arrivera quelque chose, quoi qu'il Exactement. arrive. Et d'adapter en fonction après. D'accord. Tu prends la pluie, bah, tu vas t'arrêter un moment pour sécher. Tu vas rencontrer des gens. Tu prends la chaleur, pareil. Tu vas t'adapter en permanence et ça va modifier en temps réel tes étapes. Ton parcours, tu perds ton GPS, t'as plus de jus. Bah, tu, Ah bah demandes, là, tu demandes à la population comment t'orienter. yes. Donc, ouais, la planification, elle est importante, mais pas oublier qu'il faut une petite part d'aventure et d'imprévu. Alors, il faut l'accepter avant de partir. Ah bah, le voyage à vélo, c'est ça. Mais il y a des personnes pour qui, Si tu ça va pars être en plus voyage, compliqué c'est que que tu d'autres. cherches ça. Tu cherches l'imprévu, tu vas chercher quelque part à choquer ton quotidien. Donc, il faut essayer de ne pas surplanifier. donc oubliez, messieurs, dames, votre confort finalement, parce que voilà, on ne pourra pas tout maîtriser, C'est ça. on ne pourra pas tout gérer, on n'aura pas tout planifié. Donc, Mais les ancêtres sont passés avant, à pied, exactement. dans des conditions bien plus difficiles, sans le matériel, Et sans Donc, les boulangeries et le et café sans les sur le bord de la boulangeries, et route. sans toutes les assistances qu'on a aujourd'hui. Donc, ça doit forcément passer. Et ça va forcément bien se passer. Yes. Tu relativises Eh oui. face à l'objectif. Alors après, c'est plus facile quand tu as déjà l'expérience du voyage de relativiser que quand c'est ton premier pour le coup. Ouais, mais alors, pour un conseil qui marche vraiment tout le temps, tu as un gros objectif, ton voyage, découpe-le. Eating the elephant, comme ils disent en anglais. Mange l'éléphant petit à petit, pièce Ah bah, par pièce. Alors justement, Plutôt que de penser à l'objectif global qui peut te paraître inatteignable.
Alors c'est top ce que tu me dis parce que pour le coup c'était ma dernière question là sur justement sur la planification et les transports et les trajets, enfin la durée des trajets en fait. Est-ce qu'il vaut mieux y aller crescendo, monter au fur et à mesure en kilométrage et en difficulté, ou franchement peu importe, ça fait aussi partie des joies et de l'aventure? Je dirais que là, ça dépend de la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. Ouais. C'est moi qui l'ai dit, ça se répète ici dans cette discipline. Ça dépend de ton histoire avec le sport. Moi, j'ai commencé le vélo, j'ai fait 1200 bornes. Direct. Mais j'avais fait plein de choses avant dans le sport. Ok. Donc ça dépend vraiment de ton histoire. Si tu te sens, ben pourquoi pas tenter? Ok. Faut que tu tentes. Et pourquoi pas un petit biking man? Allez, tu vas finir par m'avoir, hein, l'usure, hein. Peut-être. Il ne faut jamais dire jamais. Bon, bah, je crois qu'on finit notre périple vraiment de façon plutôt confortable et luxueuse. Ouais, C'est une belle façon de finir. Tu as l'habitude de finir comme ça, Axel, tes voyages? C'est un truc que tu conseilles, finir comme ça par un truc un peu sympa, quoi, un peu cool, hein, qui tranche? Généralement, tu te mets dans des conditions pas possibles d'hygiène, de difficulté, et voilà, tu cumules quand même pas mal d'inconfort. Ouais. Je pense que c'est important de se faire plaisir à la fin, se faire plaisir comme ici, un lieu exceptionnel sur Annecy. Et c'est des choses que tu as eu l'habitude de faire? Ouais. Toujours finir par un petit truc sympa? Alors soit un lieu emblématique au calme, soit ça peut être une bonne bouffe, ça peut être vraiment se faire un bon restaurant à la fin. Tu fais quoi? Tu récompenses, quoi. Tu repères les restos en amont, tu sais que tu vas finir à cet endroit-là, tu dis allez, je regarde quand même avant de partir, comme ça c'est ta petite touche de motivation dans les moments difficiles. Ouais, ou tu penses en fait, tu penses et à la fin quand tu te retrouves sur ton point d'arrivée, tu essaies de trouver un lieu vraiment emblématique. Ça fait partie aussi de la recherche en fonction de l'endroit où tu arrives. Donc, à conseiller aux personnes qui nous regardent, faites une petite recherche, regardez un petit peu, voilà, votre lieu d'arrivage et tout ce que vous pouvez faire de plutôt très sympa, sur l'arrivée, quoi, finalement. Ouais, tu poses le vélo et tu en profites aussi pour faire d'autres activités à côté, quoi. Ah bah là, on est dans un lieu qui est juste incroyable avec des vues dingues, comme on a eu d'ailleurs tout au long de notre périple. Axel, on a affronté aujourd'hui, mine de rien, depuis hier après-midi, on est parti, on a roulé de nuit. On a roulé ce matin très tôt, il faisait frais, hein, je l'ai bien senti dans la première descente de col. Et puis là, cet après-midi, mine de rien, on a eu chaud, quoi, depuis ce matin, même assez tôt. Du coup, ça m'interroge quand même pas mal sur les conditions climatiques. Et j'imagine quand on entreprend un voyage au long cours comme ça, sur 3 jours, sur 2 semaines, on va affronter plein de conditions différentes. Comment on le gère, ça? Comment on gère la chaleur? Comment on gère le froid, la pluie? Qu'est-ce que t'as des petits conseils, des retours d'expérience, des conseils sur le matériel à donner? Eh bien, déjà, le premier conseil, c'est qu'il faut s'équiper. C'est-à-dire qu'il faut avoir du bon matériel. Ça, c'est essentiel. Moi, je suis parti sur un tout premier voyage avec des t-shirts en coton, sans cuissard, avec des choses basiques, pour affronter des conditions extrêmes, notamment en Europe de l'Est. Vraiment, l'aspect matériel est extrêmement important. C'est un poste, ce poste matériel sur lequel il ne faut peut-être pas lésiner? Mais c'est essentiel, notamment quand tu affrontes de la pluie et des conditions cumulatives. C'est-à-dire de la pluie, puis derrière du soleil et peut-être derrière de la neige sur une même journée. Ouais. Ça peut arriver. Tu as besoin d'avoir un matériel du coup qui te permet de pouvoir résister à tout. Moi, je pars du principe que le matos, c'est ce qui me permet de pouvoir sourire pendant 8 heures sous la pluie si j'ai du bon matériel. D'accord. 1 heure sous la pluie avec du mauvais matériel et tu t'arrêtes et c'est la fin du voyage. Pareil pour la neige. La chaleur, c'est la même chose. Oui. Faut pas penser chaleur, il faut se déshabiller, il faut rien avoir, il faut se protéger du soleil. Oui, donc ça passe par des crèmes, mais ça passe aussi par des manchettes. Quand on est en altitude, on est très exposé aux UV, notamment. Ça, les gens ne se protègent peut-être pas assez quand ils sont en altitude, parce qu'il fait frais. En fait, on a cette sensation, mais on est très exposé aux UV. C'est ça. Et du coup, tu as du matos qui te permet de protéger avec des manchettes et des jambières anti-UV. Et la règle, pour le coup, quand on part en voyage, c'est quoi? C'est léger, technique. On privilégie quand même, on fait attention au poids. Mais il y a le budget, il y a la notion budgétaire qui est importante, qui va déterminer à la fois le poids et la technicité du matos. S'il n'y a pas de notion de budget qui rentre en ligne de compte et que vraiment la priorité c'est d'avoir le top, c'est poids et technicité qu'il faut rechercher. Donc le plus léger et le plus technique possible. Sur la pluie, il y a bien sûr des indicateurs qui permettent de savoir quelle est la résistance à la pluie. Pour le froid, il y a également des indicateurs qui permettent de savoir jusqu'à quelle température tu peux résister. Il faut regarder tous ces indicateurs-là. Ça fait partie aussi des choses intéressantes et techniques à regarder qu'on n'a pas l'habitude de chercher dans pour le voyage. Des choses peut-être multi-usages, des choses avec des manches amovibles, ce genre de choses qui peuvent servir du coup à plusieurs occasions. Les vêtements techniques, ces vêtements pour se protéger du froid, de la pluie,
Est-ce qu'on peut aussi considérer que c'est les vêtements qu'on mettra souvent en off quand on sera pas sur le vélo justement, ce qui permet d'éviter de cumuler les affaires? Alors, en l'occurrence, c'est bien ce que tu dis, parce que moi, sur la pluie, par exemple, et le froid, c'est du matériel d'Alpi que j'ai, Ouais. donc pour faire de l'alpinisme, D'accord. que je transpose dans l'univers du vélo, parce que ça me permet de pouvoir résister à des conditions extrêmes, quoi, du moins 20 degrés, de la pluie diluvienne des pluies de Patagonie pendant 15 heures d'affilée. C'est du matos d'Alpi que j'utilise, donc après, je peux l'utiliser dans la marche, dans du trail, parce que c'est du matos multi-usage. Bon, en tout cas, nous, aujourd'hui, pour notre périple, c'était pas trop d'actualité, à part la fraîcheur, on va dire, on s'en est quand même plutôt bien sorti. Hein. Ouais, on était bien équipés quand même, on avait un peu de matériel. Moi, j'avais une dernière question là, un petit peu, parce que voilà, on a eu un peu l'occasion, parce qu'on a beaucoup roulé, mais on a eu peu l'occasion de faire des visites touristiques. Ouais. Par contre, dans le voyage, il y a aussi les visites, voilà, il y a aussi les lieux emblématiques. Est-ce que toi tu les repères en amont? Quels conseils tu peux donner aux gens voilà, qui préparent un voyage pour repérer les lieux un petit peu typiques et atypiques à aller visiter? Alors là, je distinguerais à la fois ce qu'on peut faire en France de ce qu'on peut faire à l'étranger. En France, tu as un label qui est pas mal, c'est l'accueil vélo. Ouais. Ça permet de trouver des prestataires, des hôteliers, des restaurants qui peuvent du coup te proposer des infrastructures pour garder ton vélo. Et du coup, tu peux aller après en villégiature, profiter des activités touristiques. Et sinon, tu fais comment si t'as pas ça alors? Comment tu sécurises le vélo, le matos, les sacoches pour quand même te permettre de voir autre chose que la route? Je vais citer l'exemple de la Jordanie où je suis allé dans le site du trésor de Petra. En l'occurrence, là, j'avais mon vélo avec moi, mais sinon, tu demandes bien sûr l'aide et l'accueil des autochtones, donc des personnes qui vivent sur place. Est-ce que vous pouvez me garder mon vélo? Moi, je pense que c'est la meilleure stratégie. Il faut toujours demander aux gens de garder un œil sur la machine et puis où est-ce qu'ils le rangeraient eux-mêmes. Après, tu peux le sécuriser aussi avec un système d'antivol et ainsi de suite, mais avant tout, il faut solliciter et puis ça permet de faire la des bienveillance rencontres. des gens en fait. Parce qu'après, ils voient la machine, ils voient que tu as voyagé avec, ils savent que c'est important pour toi. Et toi, avec ton expérience, tu te rends compte que les gens ont envie, ils sont bienveillants de nature, ils ont vraiment envie d'aider dans ces cas-là? Ouais, parce qu'ils voient le vélo non pas comme un moyen de déplacement, mais comme un moyen de voyage. Et puis ils comprennent très vite que quand tu l'amènes dans ta chambre à coucher, si tu dors à l'hôtel, que c'est un objet extrêmement important pour toi. Donc aller vers les autres, quoi. Ouais, c'est aussi une façon de leur demander de l'aide pour stocker le vélo, le temps d'une marche. Et qui sait, ça peut se finir autour d'un repas avec Bien ces sûr. gens-là, et puis ça peut aller plus loin. C'est ça, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est la découverte, c'est les rencontres, bien entendu. Axel, merci de nous avoir fait vivre cette aventure, ce voyage ensemble. On a appris plein de choses. Je pense que les gens qui nous regardent ont appris vraiment plein de choses, et peut-être ça leur a donné envie de planifier leurs vacances, voilà, leurs prochaines vacances en vélo, seul ou en groupe. Une dernière chose, voilà. En quelques mots, si tu devais donner une envie supplémentaire aux gens d'entreprendre un voyage, tu leur dirais quoi? À vélo. À vélo. Je leur dirais que le vélo, c'est la machine à voyager dans le temps. C'est-à-dire que tu as la possibilité de remonter le temps ou de le ralentir en tout cas. Et pour ça, c'est un outil qui est juste fabuleux. Et le voyage, c'est un moyen de pouvoir ralentir en même temps l'époque. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, ralentir l'époque, le temps dans lequel on vit avec le vélo. Et une fois que tu voyages, tu comprends cette phrase-là. Une fois que tu te lances dans un voyage. Parce que vraiment, on a l'impression d'être rapide sur un vélo, alors qu'en fait, on est très lent. Et ça permet du coup d'être un peu en dystopie avec ce qui se passe en ce moment dans l'époque. On essaie tout le temps d'accélérer les choses. Et du coup, tu te retrouves. Donc, j'encourage vraiment les gens à monter sur la selle, se lancer à vélo dans un voyage et se retrouver, parce que c'est le meilleur outil pour faire ça. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci Axel, vraiment un grand merci. Vous tous, voilà, si vous voulez mettre en application justement ce que vient de nous dire Axel, le ressentir, le retrouver, je vous invite à voyager et surtout à partager vos expériences avec nous. Pourquoi pas dans le fil commentaire juste en dessous. En tout cas, nous on était ravis de partager ce grand moment avec vous. Nous on a passé en tout cas un super moment. Moi j'ai passé une belle première aventure. Je t'en remercie encore. Et n'hésitez pas pour d'autres aventures à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et à bientôt.